Bonjour à tous, on est aujourd'hui au Club du Vieux-Port. Je suis aujourd'hui avec Philippe Pujol qui vient pour nous parler de La Fabrique du Monstre. La Fabrique du Monstre, donc édité aux Arènes, et French Deconnection chez Robert Laffont et Wild Project. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter un petit peu? Alors, je suis journaliste depuis une douzaine d'années, 12-13 ans à Marseille. J'ai été pendant 10 ans fait diversier à la Marseillaise et j'ai eu plusieurs prix, dont le prix Albert Londres, ce qui est en gros le ballon d'or des journalistes. C'est le prix le plus prestigieux des journalistes de la francophonie. C'est le Pulitzer, le French Pulitzer, comme disent les Américains. Et voilà, et j'ai écrit donc 3 livres en tout, dans ces deux-là, French Deconnection et La Fabrique du Monstre, et un troisième qui s'appelle Les Seigneurs de Naguère sur une cité de gitans de la Renaude, qui est sorti la même année, qui est sorti cette année, qui est un livre en photo avec Gilles Favier, qui est celui qui a fait la couverture de La Fabrique du Monstre. Et pour moi, c'est une sorte de trilogie sur Marseille qui essaie d'expliquer les quartiers populaires et l'ensemble de la ville à travers les systèmes politiques, économiques, urbanistiques qui régissent cette ville et toutes les problématiques contemporaines qui sont souvent liées à une histoire du passé, mais qui sont... L'histoire de Marseille aujourd'hui n'est pas la même que celle des années 90 ou des années 80. On est souvent resté sur une grille de lecture qui est celle des années 90. Or, Marseille a évolué quand même. Il y a eu une ampleur de certaines problématiques, notamment dans les quartiers populaires. Et surtout, on a depuis 25 ans le même maire. Donc il y a plusieurs problèmes qui, pour moi, sont des problèmes qui sont certes marseillais, mais qui représentent la France entière. La problématique marseillaise est une problématique à l'échelle de la France, sauf que nous on concentre tout. Tout est pire ou tout est mieux ici. Oui, d'ailleurs, je t'avais entendu dire que tu disais Marseille, finalement, c'est une ville très française. C'est la plus française de toutes. Pas dans le sens franchouillard du terme. On n'est pas dans Goulet-Bill ici, avec on n'est pas dans une petite ville provinciale avec le béret et la baguette. On n'est pas dans ce cliché-là. On est dans une ville qui est plus la réalité de la France, c'est-à-dire avec toutes sortes d'origines ethniques, italiens beaucoup, espagnols beaucoup, qui ont fui Franco, qui ont fui Mussolini, voire même qui sont arrivés avant, beaucoup d'Arméniens qui ont fui un génocide dans les années, un peu avant les années 20, beaucoup de Corses qui ont fui la misère, maintenant beaucoup de Comoriens, toute cette migration maghrébine qu'on a fait venir dans un premier temps pour reconstruire la France, etc. Tout ça se retrouve à l'échelle de Marseille. Mais on a aussi la politique que l'on peut trouver à l'échelle de la France, c'est-à-dire on a une droite assez dure, on a un parti socialiste complètement détruit, on a un PC qui essaie de subsister et qui chute de plus en plus, et on a surtout un Front National qui montre de plus en plus le bout de son nez, qui ressemble à la plupart des Fronts nationaux de l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on a le même Front National qu'Hénin Beaumont, le monde ouvrier qui bascule du côté du populisme. On a aussi le Front National qui va être plus celui du Var, c'est-à-dire les rapatriés d'Algérie, qui eux sont restés sur les rancœurs de l'Algérie, de la libération d'Algérie. Ensuite, on a un Front National antisémite aussi, il existe aussi à Marseille, qui va être plus celui qu'on va trouver dans la région de Lyon. Donc on a aussi, même pour le Front National, une sorte de miroir de tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le maire d'une ville Front National la plus peuplée est à Marseille finalement, puisque les 13-14 font à peu près 150 000 habitants et sont la plus grande ville Front National. Enfin, c'est un secteur, mais c'est plus que n'importe quelle ville Front National. Donc on a tout à Marseille en fait. Donc c'est une possibilité d'observation qui intéresse non seulement les journalistes marseillais évidemment, nationaux mais internationaux. Il y a énormément de journalistes internationaux qui sont en train de venir s'installer ici ou pas loin pour pouvoir observer ce que devient la France à travers Marseille. Ces deux livres, la French Deconnection et La Fabrique du Monstre, ont été inspirés par une série d'articles que tu as faite à la Marseillaise qui s'appelait Quartier Shit. Comment on en vient à écrire ces articles Quartier Shit? Alors plus précisément, le livre French Deconnection est une compilation des articles. C'est ça. Pourquoi? Parce que je viens d'avoir le prix Albert Londres et que je fais un livre, parce que quand on a le bandeau au prix Albert Londres, on vend des livres. Donc je fais un livre avec mes deux séries, la série French Deconnection que j'ai faite en 2012, qui a eu le prix Varenne, le premier prix Varenne, et la série Quartier Shit, qui est la saison 2, qui a été
que j'ai faite en 2013 et qui a été primée en 2014. Et qui a été primé du prix Albert Londres. Et avec ça, plus d'autres articles disséminés que j'ai publiés dans la Marseillaise, je fais French Connection, c'est-à-dire les sujets et toute la problématique des stupéfiants à Marseille, de l'arrivée de la drogue jusqu'à la revente de détail, jusqu'à aussi l'action que ça peut avoir sur l'ensemble des quartiers. Pourquoi j'arrive à faire ça? Alors l'histoire est longue, donc je vais la faire en version courte. Ouais. Moi je suis fait diversier à la Marseillaise depuis 2003. Et je suis un peu diversier des plus classiques, pas dans le style d'écriture, mais dans l'approche. Je suis des plus classiques, je travaille comme mes confrères dans la Provence, on travaille plus ensemble qu'en opposition. Et donc je vais souvent à l'évêché. Et là, donc, j'ai des informations policières principalement. Et jusqu'en 2011, je travaille à peu près que comme ça, sauf que mon journal est orienté vers les quartiers populaires, c'est son lectorat, c'est sa naissance. Les quartiers populaires étaient des quartiers communistes avant, la Marseillaise était un journal qui est de naissance communiste. Naturellement, la Marseillaise a gardé un ancrage fort sur les quartiers populaires, quartier nord on va dire. Et donc en même temps, je participe souvent à ce qu'on appelait les forums des quartiers, à des dossiers sur un quartier en particulier, sur une cité. Donc très souvent, je vais dans ces lieux et je m'occupe plus des questions de sécurité. Et en 2011, on a un préfet de police un peu fou qui arrive à Marseille. Tous les journalistes qui ont peur d'être privés d'informations préfèrent se mettre dans son sillage. Et moi, comme très vite il se comporte mal avec moi, je me dis autant lui rentrer dedans et je fais ça plutôt gaiement. Et c'est-à-dire quotidiennement, je lui envoie dans les dents, toujours argumenté avec énormément de choses. On remarque que ce type d'ailleurs depuis a été mis en examen à de nombreux problèmes. J'ai pas attendu ça pour raconter qui il était. Moi, je l'ai fait dès qu'il est venu ici, quand tout le monde en disait du bien. C'est un individu, une personne qui a énormément causé de troubles dans les cités. Beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui et le contre-coup encore de ce qu'il a pu mettre en place de négatif. Et à l'époque, à force de critiquer la police, j'ai été interdit d'évêché, interdit d'hôtel de police. Donc c'était pas très grave parce que les sources officieuses étaient très nombreuses, y compris et surtout dans la police, mais les sources officielles ne pouvaient plus me parler officiellement. Ils me parlaient quand même, mais pas officiellement. Donc pour causer de problèmes à personne, je n'écrivais plus de sources officielles et donc je me suis tourné vers les cités. C'est-à-dire les flics me parlaient plus, et je me suis tourné vers les voyous. C'était bon, après je ne peux pas tout vous raconter, mais j'avais déjà une bonne proximité avec beaucoup d'entre eux, ce qui fait que je me suis mis à écrire quelque chose que je ne pensais même pas écrire. Je n'y pensais pas, même si je l'avais depuis longtemps, qui est la vie des voyous et la vie des cités. Et là, c'est un jour, j'étais en train de critiquer un article du Figaro, je me rappelle, à la machine à café à Marseillaise, en me disant ce qu'ils écrivent là, c'est pas très réaliste, c'est pas comme ça que ça se passe. Et un collègue à moi m'avait dit, toi t'es de ces journalistes qui écrivent pas ce qu'ils savent. Et ça m'a vexé. J'ai fait une première série qui avait été plutôt bien écrite, mais qui était un fiasco complet, parce que je l'avais même mise en scène, enfin elle avait pas trop de sens. Et à partir de cette première série, j'ai fait la deuxième, French Connection, qui a tout de suite plu énormément. Pourtant c'est un truc qui a été publié pendant l'été, pour faire du bouchage de pages pendant l'été. Et ça a tout de suite plu. C'est ça qui est incroyable. C'est une sorte de The Wire que vous pouvez lire. C'est une sorte de petit Gomorrah, on va dire. Ouais, mais du coup, publié pendant l'été, c'est au moment où les journalistes, où les journaux mettent rien, et puis ça débouche sur un prix Albert Londres à la fin. Et à la fin, d'abord le premier prix Varenne, ce qui est déjà beaucoup, puisque c'est déjà le max que peut avoir un localier normalement. Donc j'étais déjà au sommet de ma carrière normalement. Et l'année suivante, je me dis, je veux faire la saison 2 par jeu. Je ne pouvais plus avoir le prix Varenne, parce que je l'avais eu. Donc c'est même pas dans l'idée d'avoir un prix quelconque. Sauf que je suis nominé au prix Lagardère, parce qu'il y a beaucoup de pognon à gagner. Ouais. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je vais faire du fric. Et finalement, je suis deuxième. Le deuxième, il gagne des tapes dans le dos, il gagne pas de pognon. Et j'ai croisé, comment il s'appelle, celui qui fait les dictées, Bernard Pivot. Ouais. Et donc Bernard Pivot, il faut savoir que je suis dyslexique. Quand j'étais enfant, c'était à la fois un héros et à la fois un ennemi. Parce qu'il faisait des dictées quand même, le type. Et il s'approche de moi, c'est un petit vieux maintenant. Et il me dit, monsieur, vous écrivez très bien. Bernard Pivot qui me dit que j'écris très bien. Je me suis dit, je peux postuler à la Berlin. Je postule sans y croire du tout, mais bon, ça ne me coûte rien. Et je gagne. Voilà. Qu'est-ce que c'est finalement la différence entre le fantasme des médias nationaux sur Marseille, sur les cités, le trafic de stupes à Marseille,
Et est-ce que tu en dis, toi? Souvent, en fait, c'est d'abord une conception du journalisme. Il y a un truc que j'appelle le journalisme pizza, le reportage pizza. C'est quand un rédac chef, quelque part, commande une information, commande un article, en disant toi, tu descends à Marseille, tu me ramènes un petit voyou qui raconte un peu sa vie de voyou. Alors souvent, comme on n'arrive pas à atteindre les voyous, on prend juste un petit guetteur qui joue très bien le rôle du voyou. Tu me ramènes une mère qui a un problème, donc on passe par une asso, on passe par une asso de femmes, et on trouve une maman à qui on raconte des sornettes, on lui dit qu'on va parler d'autre chose, et puis quand on y est, on la fait parler sur la mort d'un neveu, d'un fils, et après tu me ramènes un élu qui a une bonne tête de véreux, même s'il ne l'est pas, mais ici c'est pas très compliqué à trouver un mec avec un gros accent, des cheveux en arrière, on n'aura pas de souci, alors que c'est pas forcément des véreux, donc on construit une sorte de spectacle qui fait que on espère avoir de l'audimat. Moi, je ne suis pas sur l'audimat. Il faut se dire qu'à ce moment-là, quand j'écris pour la Marseillaise, le gros avantage de ce journal, c'est qu'il fait de l'information et paradoxalement, il ne cherche pas forcément à plaire au plus grand nombre. Il fait de l'info, il ramène ce qu'il trouve avec la ligne éditoriale que possède ce journal, qui est connue, on l'apprécie ou pas, mais en tout cas, elle est connue, elle est claire, elle est honnête. Et donc moi, je me mets dans ce sillage-là, tout simplement. Je suis sur une ligne éditoriale de gauche et j'observe des cités. Et en fait, par jeu, c'est pas autre chose. Par jeu, j'essaie d'aller toujours plus loin. Et en fait, je me rends compte qu'avec un peu d'organisation, de méthode et de savoir-être, de savoir se comporter avec ces gens-là, et de ruse aussi, on finit par obtenir des informations sans difficulté énorme. Et je dis pas que n'importe qui peut le faire, mais en tout cas, moi je l'ai fait. Et on se rend compte que la réalité est toujours plus complexe. Il n'y a pas les bons, les méchants, il n'y a pas une zone de non-droit. Tous ces termes-là sont des termes qui déjà tronquent dès le début. Zone de non-droit, n'en parlons plus, fermez le banc, c'est de non-droit, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. C'est une excuse aussi pour ne pas y aller. Le journaliste, c'est un peu de la fainéantise. Puisque c'est une zone de non-droit, quand même la police n'y va pas, on ne peut pas y aller nous. Déjà, c'est pas vrai que la police n'y va pas, elle y est en permanence, bien plus que dans n'importe quel autre quartier. Ouais. Et c'est pas vrai que ce soit une zone de non-droit, parce qu'au contraire, c'est une zone de tous les droits, donc c'est l'exact inverse. Mais pourtant, il faut y aller pour ça. Mais moi, j'ai eu des surprises, et les trucs que j'ai pu écrire qui se sont révélés changés par la suite, parce que je m'étais trompé au début. Si on lit mes premiers articles de 2004, on va voir que je considère que les jeunes se font beaucoup d'argent. Or, vers 2008-2009, je commence à me rendre compte que non. Ouais. C'est-à-dire que des erreurs, on en fait, mais l'honnêteté demande à ce qu'on change les choses. Et je continuerai à me tromper et à modifier Déjà, les choses changent sur le terrain, mais la perception aussi peut être mauvaise de temps en temps. Il faut avoir l'honnêteté de s'en rendre compte et évoluer là-dessus. Et pas absolument essayer de faire rentrer ce que l'on observe dans ce que l'on a observé jusqu'à présent ou dans ce qui nous est commandé. Ça, c'est ce que souvent on appelle à tort l'objectivité. L'objectivité, ça n'existe pas. C'est encore un mot pour les feignants. Je suis objectif, donc je ne fais pas. Je suis objectif, moi je ne fais pas, je suis objectif. Non, ça n'existe pas. On est forcément subjectif. On est une caméra, donc on prend un angle de toute façon. Donc il faut avoir une subjectivité honnête. Moi, à la Marseillaise, c'était facile pour moi d'avoir une subjectivité honnête. Voilà, on savait dans quel camp j'étais. Donc à la rigueur, c'est peut-être plus dur pour moi aujourd'hui que je ne suis plus à la Marseillaise, parce que j'ai plus une ligne qui me colle comme j'étais avant. Ouais. Et peut-être qu'il me faut faire plus d'efforts pour faire preuve d'honnêteté. Ou surtout pour convaincre de cette honnêteté. C'est peut-être moins facile en fait. Mais ça, il faut le penser. Quand on est journaliste, on pense à beaucoup de choses. C'est un métier journaliste, c'est pas uniquement des types qui posent 3 questions et qui écrivent. Il faut penser énormément de choses. Si les gens réalisaient à quel point le métier de journaliste, c'est un métier où on fait des choix en permanence, et donc quand on fait des choix, on ne fait pas toujours les bons, eh bien, ils comprendraient que le journaliste, ça ne s'improvise pas du tout. Il y a environ 2000 guetteurs sur Marseille, donc qui tournent. 2000 guetteurs, si on en croit les chiffres souvent publiés par le Figaro ou la Provence, qui se fient à des carnets qui ont été confisqués à des dealers, ils annoncent du 3 000 à 6 000 euros par mois pour ces jeunes. 2000 guetteurs à 6 000 euros par mois, on devrait avoir une économie dans les quartiers nord qui est flamboyante. On devrait avoir des magasins de partout, parce qu'en plus ils n'ont pas la capacité de blanchir. C'est-à-dire que c'est très difficile de blanchir de telles sommes, donc il faut dépenser. Donc on devrait avoir quelque chose d'énorme. Or on ne voit pas ça.